Hitler n'est pas mort en 1945. Aujourd'hui, il rouvre les yeux dans un monde qu'il ne reconnaît pas. La figure qui a déclenché la guerre la plus dévastatrice de l'histoire se réveille dans une réalité qu'il n'a jamais imaginée. La carte n'est plus divisée en fronts de combat. L'Allemagne est une puissance démocratique, Israël est un État consolidé, et l'Union européenne se lève sur la coopération de pays qu'il a tenté de soumettre. Son idéologie, autrefois soutenue par des armées et de la propagande, est maintenant rejetée et poursuivie par la loi. Ce qui, à son époque, était un pouvoir absolu, aujourd'hui se réduit à un écho sans force dans un scénario dominé par la technologie, la mondialisation et la mémoire historique. Son discours pourrait-il trouver des adeptes en ce siècle? Ou resterait-il isolé et ridiculisé comme un vestige du passé? Que révélerait sa réaction sur la transformation du monde après sa chute? Le retour impossible, Hitler dans un monde étranger, à l'endroit où s'élevait autrefois le bunker qui abritait la direction nazie durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, l'espace s'est transformé après le conflit en un terrain sans importance politique. Pendant des décennies, il est resté abandonné ou a été utilisé à des fins pratiques, et aujourd'hui, il ne reste qu'un parking entouré de bâtiments résidentiels et de bureaux. Là, sans avertissement ni préparation, apparaît de manière inexplicable la figure d'Adolf Hitler vêtu de l'uniforme de la guerre face à une scène qui ne correspond pas à ses attentes. Ce qu'il trouve n'est pas le Berlin dévasté par les bombardements, ni les symboles d'un pouvoir qui n'existe plus. À la place, il observe une ville reconstruite, propre, marquée par l'architecture moderne et le rythme quotidien de la vie urbaine. Les voitures garées en rang régulier ne portent pas d'insignes militaires et ne produisent pas le bruit métallique des moteurs à combustion du milieu du XXe siècle. Plusieurs se déplacent avec une discrétion qui lui est incompréhensible. Il voit un passant connecter un câble à l'un de ses véhicules, opération qui correspond à la recharge électrique, un système d'énergie impossible à associer avec la technologie qu'il a connue. Autour d'eux, les citoyens portent des objets rectangulaires illuminés qu'ils tiennent à la main, parlent vers eux et glissent les doigts sur des surfaces tactiles. Ce sont des téléphones mobiles, des dispositifs de communication et de gestion d'informations capables de transmettre des images en temps réel, d'afficher des cartes dynamiques et de connecter des millions d'utilisateurs. La radio et l'affiche imprimée, outils centraux de la propagande nazie, sont réduits en comparaison avec l'immédiateté visuelle et globale que ces écrans offrent. La surprise s'intensifie lorsque ces mêmes dispositifs se dirigent vers lui. Plusieurs passants le filment sans s'approcher ni montrer de révérence. Le son numérique de l'obturateur se répète en séquence. Loin de trouver de l'obéissance, il reçoit des rires et des commentaires à voix haute. En quelques secondes, l'image est distribuée à travers des plateformes sociales qui multiplient sa présence sans contrôle. Ce qui, pendant son régime, était un processus soigneusement centralisé de construction d'images publiques, est maintenant un acte spontané accessible à tout citoyen. En continuant son parcours, il découvre que l'espace urbain est marqué par une pluralité linguistique et culturelle. Les panneaux publicitaires présentent des messages en allemand, anglais, turc et arabe. L'offre se concentre sur la technologie, le divertissement et la consommation, avec des images dynamiques sur des écrans numériques qui remplacent la propagande uniforme et monochromatique de son époque. Les visages qui promeuvent des produits représentent une diversité ethnique, des traits et des styles qui contredisent la vision homogène qu'il a tenté d'imposer à son époque. La population qui traverse les rues s'habille de manière hétérogène. Les jeunes avec des coiffures teintées, des tatouages visibles et des vêtements avec des symboles provenant de cultures étrangères contrastent avec l'uniformité qu'il promouvait. L'influence mondiale est évidente dans la mode, dans la musique qui émane des haut-parleurs portables et dans le mélange de langues que l'on entend dans les conversations quotidiennes. La perplexité augmente lorsqu'il observe des gestes d'affection entre des couples de même sexe qui se promènent sans se cacher. Dans l'Allemagne du milieu du XXe siècle, l'homosexualité était poursuivie par des lois et des camps de concentration. Maintenant, elle fait partie de l'espace public sans restriction. À cela s'ajoute la coexistence quotidienne entre citoyens de différentes origines raciales et religieuses qui interagissent sans tension visible. Il entend des fragments de dialogues en arabe, turc, russe et anglais en plus de l'allemand,
ce qui reflète un environnement social et linguistique pluriel. Le progrès technologique se manifeste aussi dans les moyens de transport. Les trains électriques circulent avec un faible niveau sonore, des stations automatisées informent sur des écrans numériques et des vélos en libre service se louent à travers des applications mobiles. La mobilité est organisée par des systèmes numériques au lieu de contrôle militaire ou bureaucratique. L'impact se multiplie lorsqu'il découvre sa propre image représentée dans des vitrines de téléviseurs haute définition. Dans certains programmes, son image apparaît de manière satirique, imitée par des comédiens qui provoquent le rire du public. Dans d'autres, des documentaires historiques présentent des images de ces rassemblements de grande envergure accompagnés d'analyses critiques qui le décrivent comme un exemple de manipulation politique. Ce qui était un outil d'exaltation est devenu un objet de révision historique et de moquerie publique. Même dans la publicité commerciale, il y a des références à sa figure. Son visage apparaît comme ressource dans les jeux vidéo, les campagnes éducatives et les annonces contre la radicalisation. L'image qui, à son époque, était contrôlée avec précision pour transmettre le pouvoir et l'autorité, circule maintenant comme un symbole décodé, soumis à de multiples interprétations. Le contraste s'élargit en observant les transactions économiques effectuées sans argent physique. Les citoyens approchent des cartes ou des téléphones des dispositifs de paiement qui enregistrent des opérations en quelques secondes. L'économie fonctionne sur un plan numérique qui ne dépend ni des billets ni des pièces, en complète différence avec le système qu'il a connu. Les bâtiments renforcent la rupture esthétique. Les façades de verre et d'acier des bureaux et des centres commerciaux privilégient fonctionnalité, efficacité énergétique et habitabilité, sans la monumentalité destinée à exalter une idéologie. Au lieu de l'architecture comme propagande, la logique d'entreprise et résidentielle prédomine. Le moment atteint un point critique lorsqu'un passant, avec une attitude ironique, demande à se faire photographier à ses côtés. L'opération se réalise en quelques secondes. Un sourire devant la caméra du téléphone, l'image partagée sur les réseaux sociaux, la circulation immédiate sans autorisation préalable. Ce qui, dans son régime, était un contrôle absolu de la projection publique, se transforme en une exposition inévitable et sans médiation. L'environnement urbain qu'il parcourt est marqué par des symboles qui lui sont inintelligibles, des drapeaux multicolores, des annonces de festivals culturels et des célébrations internationales contredisent la logique d'uniformité qu'il promouvait. Dans la même rue cohabitent des restaurants de multiples gastronomies, des magasins avec des produits fabriqués sur des continents lointains et des services numériques qui connectent des personnes partout dans le monde. L'autarcie qu'il a tenté d'imposer a été remplacée par une interdépendance mondiale. Les informations circulent sans interruption. Sur les écrans des transports publics et dans les vitrines des magasins, on projette des nouvelles internationales, des débats politiques et des opinions divergentes. La censure qui caractérisait son régime a disparu, remplacée par un flux de données ouvert et accessible. N'importe quel citoyen peut consommer, diffuser ou remettre en question des messages en temps réel. Chaque stimulus urbain renforce la preuve que son modèle de contrôle, de propagande et d'homogénéité sociale s'est évanoui. L'espace public est régi par des dynamiques démocratiques, technologiques et mondialisées, où sa figure manque de pouvoir symbolique et sa présence est interprétée comme curiosité ou divertissement passager. La vie continue sans pause autour de lui, indifférente à l'autorité qui à son époque était indiscutée. Le parcours se termine dans une ambiance où le bruit urbain combine diverses musiques, des conversations dans de multiples langues et des sons de dispositifs électroniques. Tout ce qui était ordre hiérarchique et uniformité s'est transformé en pluralité constante. La confusion ne disparaît pas, mais l'évidence est claire. Le monde qu'il a laissé derrière en 1945 n'a pas de continuité dans le présent, et l'environnement qui l'entoure fonctionne avec des logiques étrangères à ces catégories. Ce qui suivra à partir de ce point déterminera comment il fera face à un temps qui ne lui appartient plus. Des cendres au pouvoir, l'Allemagne devenue géante. En 1945, l'Allemagne était un territoire dévasté. La fin de la guerre avait laissé le pays réduit en décombres après les bombardements alliés et l'avancée soviétique. Berlin était pratiquement détruite. Plus de la moitié de ses bâtiments étaient en ruine et le réseau de services publics s'était effondré. Les rues étaient couvertes de débris de construction
et la population survivait avec des rations minimales, sans transport régulier ni infrastructure de base. Le Reichstag, incendié en 1933 et rasé pendant la bataille finale, restait en ruine. Des millions d'Allemands étaient morts dans le conflit, tandis que d'autres autant se déplaçaient depuis les territoires perdus à l'Est vers des villes incapables de les accueillir. La faim était généralisée, les chemins de fer étaient détruits et l'industrie arrêtée ou sous contrôle allié. La nation qui avait tenté de dominer l'Europe était soumise à l'autorité des vainqueurs. Le territoire a été divisé en 4 zones d'occupation administrées par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Berlin, situé dans la zone soviétique, a également été fragmenté entre les 4 alliés. La capitale a cessé d'être un centre de pouvoir et est devenue une scène de misère et de tension. Des villes comme Hambourg, Dresde et Cologne présentaient des panoramas similaires, avec des quartiers entiers transformés en tas de décombres. L'inflation et le marché noir dominaient la vie quotidienne, patrouillés par des soldats étrangers. En 1948 commença un processus de reconstruction décisif. Le plan Marshall, soutenu par les États-Unis, a fourni des crédits, des matières premières et des machines qui ont permis de relancer la production en Europe occidentale. L'Allemagne de l'Ouest fut l'une des principales bénéficiaires. En quelques années, les bases de ce qui serait connu sous le nom de miracle économique allemand furent posées. Le contraste avec la zone orientale, sous administration soviétique, fut évident. Là-bas, un modèle de planification centralisée fut appliqué, avec nationalisation des entreprises et contrôle politique strict. La différence de rythme a marqué le destin des 2 Allemagnes. À l'ouest, l'industrie automobile et chimique s'est rapidement réactivée avec des entreprises qui ont rapidement atteint une importance internationale. À l'est, la productivité est restée limitée et la qualité de vie a pris du retard. La division s'est consolidée avec la construction du mur de Berlin en 1961. La barrière n'a pas seulement séparé des territoires, elle a aussi divisé des familles et représenté physiquement la guerre froide. Au cours des décennies suivantes, la République fédérale d'Allemagne est devenue l'une des principales économies du monde. La production automobile, pharmaceutique et de génie mécanique l'a consolidée comme puissance industrielle. Dans la République démocratique, en revanche, l'économie est restée restreinte par la dépendance soviétique et le manque de compétitivité. Les différences de bien-être entre les 2 côtés de la frontière ont augmenté avec le temps. L'effondrement du bloc soviétique dans les années 80 a ouvert la voie au changement. En 1989, des manifestations massives à l'Est et la pression internationale ont précipité la chute du mur. La réunification formelle a eu lieu en 1990 sous un gouvernement démocratique qui a intégré les 2 États dans un même cadre institutionnel. Le pays qui avait été divisé après la guerre se transformait à nouveau en une unité politique et économique. La récupération de Berlin symbolisait ce processus. La ville, auparavant divisée et détruite, a été reconstruite avec des infrastructures modernes, un système de transport efficace et un paysage urbain renouvelé. Le Reichstag, qui avait été en ruine et symbole de défaite, a été restauré et converti en siège parlementaire avec une coupole de verre qui représente la transparence démocratique. Les symboles officiels ont aussi changé. Le drapeau noir, rouge et or a de nouveau flotté sur les bâtiments publics, retrouvant son rôle d'emblème démocratique. La croix gammée, qui dominait l'espace urbain pendant le régime nazi, a été légalement proscrite et reléguée aux archives historiques et aux musées. L'élimination de ce symbole du paysage urbain a marqué une rupture totale avec le passé autoritaire. Le leadership politique a reflété la transformation. En 2005, Angela Merkel est devenue la première femme chancelière du pays. Formée en République démocratique, avec une carrière académique en sciences exactes, son mandat s'est étendu pendant plus d'1 décennie et a consolidé l'Allemagne comme puissance européenne dans le cadre démocratique. Son style de gouvernement, basé sur des coalitions et des consensus, a contrasté de manière absolue avec le pouvoir concentré et propagandiste de l'ère nazie. La vie politique allemande a commencé à s'organiser en un système multipartite comprenant des options de centre-droit, centre-gauche, libéral, écologiste, et même des partis aux positions extrêmes qui participent dans le cadre constitutionnel. L'existence de cette concurrence ouverte contraste avec le système de partis unique qui a monopolisé le pouvoir dans le Troisième Reich. Dans le domaine international, l'Allemagne s'est pleinement intégrée à l'Union européenne et dans des alliances militaires défensives.
D'un État isolé et agressif, elle est devenue un partenaire clé dans la coopération régionale. L'économie allemande du XXIe siècle repose sur l'exportation de biens de haute qualité, l'innovation technologique et la recherche scientifique. Universités et centres de recherche attirent des spécialistes du monde entier. Des secteurs comme les énergies renouvelables, la biotechnologie et l'intelligence artificielle montrent la reconversion d'un pays qui en 1945 était ruiné. Le système éducatif allemand accorde une attention particulière à la mémoire historique. Les programmes scolaires incluent l'étude de l'Holocauste et des crimes du nazisme avec des visites d'anciens camps de concentration et l'analyse de documents originaux. Ce qui était autrefois manipulation idéologique est maintenant une formation civique destinée à garantir la continuité démocratique. Dans la vie quotidienne, la population allemande a accès à un système de bien-être social qui garantit des services de santé, d'éducation et de pension. La pleine citoyenneté est étendue à tous les résidents, indépendamment de leur origine ethnique ou religieuse. Ce cadre contraste avec les politiques d'exclusion et de hiérarchie raciale qui définissaient le régime nazi. L'infrastructure contemporaine renforce cette différence. Des trains à grande vitesse relient les principales villes, les aéroports gèrent un flux constant de passagers internationaux et les réseaux numériques permettent une communication instantanée avec n'importe quelle région du monde. L'Allemagne actuelle est un nœud d'interconnexion globale, loin de l'isolement et de la destruction de la fin de la guerre. Le paysage urbain combine la préservation du patrimoine avec l'architecture moderne. Des centres historiques restaurés coexistent avec des bâtiments en verre et acier conçus selon des critères de durabilité. Restaurants de multiples traditions gastronomiques, festivals culturels internationaux et médias mondialisés illustrent une société plurielle. La transformation allemande, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, constitue l'un des processus les plus remarquables de l'histoire contemporaine. Un pays vaincu, occupé et divisé est devenu une puissance démocratique, industrielle et scientifique de portée mondiale. La continuité de cette évolution dépendra de la façon dont elle relèvera les défis du futur dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Le miroir implacable, la mémoire qui ne pardonne pas. Après 1945, le souvenir du Troisième Reich s'est fixé comme un avertissement global. L'Allemagne et une grande partie du monde ont mis en place des mécanismes pour documenter les crimes, conserver des preuves et construire des institutions garantissant la permanence de la mémoire. Des archives judiciaires, des mémoriaux, des musées, des œuvres littéraires et des productions cinématographiques ont établi un cadre culturel et juridique qui a transformé Hitler de dirigeant politique en symbole historique négatif de portée universelle. Les musées et mémoriaux de l'Holocauste ont été érigés comme des espaces centraux de cette mémoire. Auschwitz-Birkenau, libéré en janvier 1945, a été ouvert comme musée en 1947. Ces baraques, barbelés et restes de chambres à gaz sont conservés comme preuve matérielle de l'extermination. Des millions de visiteurs observent chaque année des objets originaux des victimes, valises, photographies, chaussures et cheveux humains. Dachau, transformé en mémorial en 1965, expose des uniformes de prisonniers, des images documentaires et les installations où des expériences médicales ont été pratiquées. À Berlin, le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, inauguré en 2005, occupe une place centrale près de la porte de Brandebourg. Avec des milliers de blocs de béton disposés sur une esplanade, il est devenu un symbole officiel de la reconnaissance allemande de sa responsabilité dans le génocide. Le choix de cet emplacement sur d'anciens terrains du gouvernement nazi renforce le message de resignification historique des espaces de pouvoir. Les procès de Nuremberg constituèrent le premier grand procès international contre les dirigeants d'un régime vaincu. Entre 1945 et 1946, comparurent des figures comme Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel. Le tribunal examina des preuves directes, films tournés par les Alliés dans les camps, documents officiels avec ordre de déportation et directives d'extermination, ainsi que témoignages de témoins. Les sentences inclurent des condamnations à mort, la réclusion à perpétuité et de longues peines de prison. Le procès laissa un double héritage, un précédent juridique sur la responsabilité individuelle dans les crimes internationaux et un récit historique de validité mondiale sur l'ampleur du nazisme.
Bien que Hitler ne fût pas présent en raison de son suicide, les preuves le désignèrent de manière concluante comme le responsable ultime du système criminel. De ces processus a émergé un fichier documentaire de proportions énormes. Les archives étatiques et universitaires conservent des ordres signés par Hitler, des journaux d'officiers, des listes de déportés et des registres administratifs. La doctrine établie à Nuremberg, selon laquelle l'obéissance aux ordres n'exonère pas de la responsabilité, a transformé la conception légale internationale et a établi des limites éthiques et juridiques à l'autorité politique. Le domaine culturel a également joué un rôle essentiel dans la construction de la mémoire. Les œuvres interdites par le régime ont été remises en circulation en Allemagne après 1945. Les écrits d'Einstein, Freud, Mann, Remarque et Heine, censurés et dans de nombreux cas brûlés publiquement, ont retrouvé leur place dans les librairies et les universités. Le retour de la psychanalyse déclarée science juive par les nazis a symbolisé la restauration de la liberté académique. La littérature pacifiste de Remarque a acquis une nouvelle pertinence en tant que critique du nationalisme destructeur. Ces récupérations culturelles ont consolidé rétrospectivement l'image de Hitler comme censeur et destructeur de patrimoine intellectuel. La culture populaire mondiale a rapidement intégré des représentations satiriques du dictateur. En 1940, Charles Chaplin a présenté le grand dictateur qui ridiculisait les gestes et discours d'Hitler. Des décennies plus tard, Mel Brooks l'a parodié dans Les Producteurs. Ces œuvres ont marqué un changement de perspective. Le dictateur craint devenait un objet de moquerie. Le cinéma allemand a également confronté directement le passé. En 2004, La Chute a représenté ses derniers jours dans le bunker, montrant un dirigeant vaincu et isolé. La production a contribué à démystifier la figure sans diminuer le poids de la responsabilité historique. La littérature d'après-guerre a souvent eu recours à Hitler comme symbole du mal absolu ou comme élément dans des récits alternatifs. Des romans uchroniques comme L'homme dans le château de Philip K. Dick imaginaient des réalités dans lesquelles le nazisme avait triomphé. Dans la musique populaire, surtout dans des genres contre-culturels comme le punk, des références à Hitler ont servi de rejet explicite de la tyrannie et comme ressource de dénonciation générationnelle. L'image audiovisuelle de Hitler s'est multipliée dans les documentaires, les séries et les jeux vidéo, toujours liés à l'autoritarisme, à la violence ou à la défaite. Dans la culture internationale, sa figure n'a jamais été représentée comme un modèle de leadership, mais plutôt comme un avertissement ou une caricature. La répétition de cette image a renforcé son association universelle avec la tyrannie. L'utilisation de son nom et de son visage comme synonyme de mal politique s'est consolidée dans la rhétorique publique. Des comparaisons avec Hitler ont été appliquées de manière récurrente à des dirigeants postérieurs accusés d'autoritarisme. Ce phénomène, bien que polémique, montre la force symbolique de sa figure comme modèle négatif. La présence de son image dans des musées, des mémoriaux et des œuvres culturelles ne représente pas une revendication, mais une exposition critique constante. Le système éducatif des démocraties occidentales a intégré l'étude du nazisme et de l'Holocauste comme partie obligatoire de la formation civique. En Allemagne, les programmes scolaires incluent des visites de camps de concentration et l'analyse de documents originaux. L'enseignement vise à garantir que la mémoire reste active et que les nouvelles générations comprennent les risques de l'extrémisme. Les témoignages des survivants de l'Holocauste constituent une autre pièce fondamentale de cette mémoire. Au fil des décennies, leurs voix ont été enregistrées et archivées dans des collections audiovisuelles pour préserver le lien direct avec les faits. Ces récits personnels évitent que la mémoire se réduise à des statistiques et maintiennent la dimension humaine des crimes. Le travail des fondations et des organisations internationales a été décisif pour préserver les documents, combattre le négationnisme et promouvoir la recherche. Les archives continuent de révéler la correspondance, les ordres et les registres administratifs qui élargissent les connaissances sur le fonctionnement du régime. L'accumulation de cette documentation renforce l'image de Hitler en tant qu'architecte conscient d'un système de violence planifié. Le souvenir du nazisme, fixé dans des mémoriaux, des archives, de la littérature, du cinéma et de l'éducation, a consolidé un consensus mondial sur son caractère criminel. Hitler est resté réduit à une référence historique négative absolue, un exemple de ce que les sociétés démocratiques doivent éviter.
La mémoire l'a transformé en avertissement permanent, visible dans les espaces publics, les institutions éducatives et la culture internationale. La continuité de ce processus dépendra de la façon dont les générations futures maintiendront vivante la connexion avec les faits, dans un contexte où les témoins directs disparaissent et où la responsabilité de transmettre la mémoire repose de plus en plus sur les archives, les institutions et les productions culturelles. La démocratie blindée, le nazisme étouffé par la loi. Après la défaite de 1945, l'Allemagne a été occupée par les puissances alliées et soumise à un processus de dénazification visant à éradiquer à la racine l'idéologie responsable de la guerre et du génocide. Ce précédent est devenu la base d'un système juridique et politique qui, au fil des décennies, s'est consolidé en République fédérale d'Allemagne sous un principe central. La démocratie doit être activement protégée contre ceux qui tentent de la détruire de l'intérieur. Contrairement à d'autres pays où la liberté d'expression est interprétée de manière quasi absolue, en Allemagne des limites claires et explicites ont été établies. Le nazisme et ses symboles ont été exclus de l'espace public et punis pénalement. Le Code pénal allemand, dans son article 86A, interdit l'exhibition d'emblèmes d'organisations anticonstitutionnelles, parmi lesquelles la croix gammée, le salut hitlérien et les insignes des SS. Cette disposition ne se limite pas à une déclaration symbolique, mais prévoit des sanctions qui incluent des amendes et des peines de prison allant jusqu'à 3 ans dans les cas les plus graves. Porter un drapeau nazi, effectuer le salut fasciste ou distribuer de la propagande avec des symboles du Troisième Reich sont des conduites typifiées comme des délits. Chaque année, des centaines de procédures judiciaires liées à ces pratiques sont enregistrées, ce qui démontre l'application effective et constante de ces normes. La loi fondamentale de 1949 a renforcé cette approche. Tirant les leçons de la Constitution de Weimar qui, par son excessive tolérance, a permis l'ascension légale de Hitler au pouvoir, le nouveau cadre constitutionnel a introduit des mécanismes de défense active contre les mouvements visant à abolir l'ordre démocratique. Le tribunal constitutionnel fédéral a reçu la faculté exceptionnelle d'illégaliser les partis menaçant la stabilité démocratique. En 1952, le Parti socialiste du Reich, considéré comme héritier direct du nazisme, a été dissous et en 1956, le Parti communiste allemand a été interdit pour atteinte aux fondements constitutionnels. Des décennies plus tard, la tentative d'illégaliser le Parti national-démocrate, identifié avec des idéologies néo-nazies, n'a pas abouti en raison de sa faible pertinence électorale, mais le débat public a confirmé la validité du principe d'autodéfense démocratique. Ce concept, connu sous le nom de démocratie militante, a été formulé par le juriste Karl Loewenstein, exilé durant le nazisme et adopté comme doctrine fondatrice dans l'après-guerre. L'idée centrale est que la démocratie ne peut pas être neutre face à ses ennemis. Elle doit établir des limites juridiques claires pour empêcher ceux qui bénéficient des libertés démocratiques de les utiliser pour les détruire. Ce principe est resté inchangé comme noyau du système politique allemand. Le contraste avec le régime nazi est évident dans le domaine de la presse et de l'information. Sous le contrôle de Joseph Goebbels, le ministère de la propagande régulait absolument tous les contenus dans les journaux, radios, cinéma et littérature. Il n'existait aucun espace pour la critique ni pour la diversité d'opinions. Dans l'Allemagne contemporaine, la Constitution protège la liberté de presse comme un pilier essentiel. Des journaux avec des lignes éditoriales diverses, des chaînes publiques et privées avec des orientations différentes et des plateformes numériques de toutes sortes composent un panorama pluriel. La critique ouverte au gouvernement fait partie du fonctionnement normal du système et les tribunaux agissent pour garantir l'indépendance informative et sanctionner les tentatives de censure. La satire politique est devenue un indicateur de cette liberté. Les émissions de télévision et les comédiens recourent fréquemment à la figure de Hitler comme objet de moquerie. Caricatures, sketchs et représentations comiques circulent sans restriction, montrant un contraste radical avec l'intouchabilité que le régime nazi imposait sur l'image du leader. Le ridicule public s'est transformé en un mécanisme culturel de résistance face à toute forme d'autoritarisme. La société allemande ne craint pas ce symbole. Elle le dégrade et le réduit à une caricature historique. Ce changement peut être illustré par une scène hypothétique.
Si Hitler apparaissait sur une place de Berlin en l'an 2025, habillé de son uniforme et faisant des gestes nazis, les passants le filmeraient avec leur téléphone, et en quelques minutes, les images circuleraient sur les réseaux sociaux accompagnées de commentaires sarcastiques. La police interviendrait conformément à la loi et l'arrêterait pour exhibition de symboles anticonstitutionnels. La situation ne susciterait pas de partisans ni d'obéissance, mais des moqueries, des sanctions légales et un rejet social. Ce qui en 1933 était un prélude à une ascension politique au XXIe siècle serait réduit à un délit mineur et à un spectacle éphémère. La résistance démocratique ne se limite pas au cadre légal. Il existe des institutions culturelles et éducatives qui travaillent systématiquement pour maintenir vivante la mémoire historique. Des documentaires sur le nazisme sont diffusés régulièrement à la télévision publique, soulignant les conséquences destructrices du régime. Les écoles allemandes incluent dans leur programme des visites aux camps de concentration et l'analyse de documents originaux. Ces activités forment des citoyens conscients des risques de l'extrémisme et renforcent l'engagement envers la démocratie. Le système judiciaire a développé une jurisprudence détaillée pour délimiter la frontière entre la liberté d'expression et les discours de haine. Les tribunaux considèrent que la dignité humaine est le noyau inviolable de l'ordre constitutionnel, et que tout discours qui incite à la violence ou dénigre des groupes en raison de leur origine ou de leur religion doit être sanctionné. Cette ligne d'interprétation protège un débat politique large, mais établit des barrières claires contre l'extrémisme. Les forces de sécurité allemandes maintiennent des unités spécialisées dans le suivi des groupes néo-nazis et des extrémistes d'extrême droite. Ces unités surveillent les activités, infiltrent les organisations et coordonnent les actions avec les agences internationales pour prévenir les attentats ou les réseaux transnationaux de radicalisation. Parallèlement, des organisations civiles et des fondations antifascistes développent des programmes d'intégration sociale et de prévention parmi les jeunes susceptibles de tomber dans les discours de haine. L'État finance des projets d'éducation civique et des campagnes de sensibilisation qui renforcent la culture démocratique. La politique institutionnelle allemande reflète également ce consensus. Les principaux partis, indépendamment de leurs différences idéologiques, maintiennent un accord de base: exclure tout discours nazi du jeu légitime. Cette convergence entre gauche, centre et droite renforce la stabilité démocratique et réduit la capacité d'infiltration des mouvements extrémistes dans les institutions. Le résultat de cet enchevêtrement juridique, culturel et social est un scénario où la réédition du nazisme manque de viabilité. L'image de Hitler, au cas où il ferait irruption dans le présent, ne trouverait ni obéissance ni admiration. Elle serait l'objet de sanctions légales, de moqueries culturelles et d'isolement politique. Le pouvoir symbolique qui un jour a mobilisé des foules s'est inversé. Aujourd'hui, il provoque un rejet automatique et une marginalisation. Le dictateur au banc des accusés, le procès qui le dépouille. Si Adolf Hitler apparaissait dans le présent, le cadre juridique international construit après la Seconde Guerre mondiale le placerait immédiatement dans une position complètement différente de celle qu'il a connue de son vivant. En 1945, son suicide dans le bunker de Berlin l'a dispensé de tout tribunal. En 2025, cette issue ne serait pas possible. Les normes créées pendant 8 décennies ont établi des procédures concrètes pour juger ceux qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides. L'un des piliers de ce système est la juridiction universelle. Selon ce principe, certains crimes sont considérés comme si graves qu'ils peuvent être jugés par n'importe quel État, peu importe le lieu où ils ont été commis, la nationalité des accusés ou le temps écoulé. Cette catégorie inclut la torture systématique, l'esclavage, le génocide et les crimes contre l'humanité. Dans ce cadre, Hitler pourrait être arrêté dans n'importe quel pays et remis à un tribunal international compétent. Sa condition d'ancien chef d'État ne le protégerait pas, car l'immunité n'est pas valable pour des crimes de cette ampleur. Les procès de Nuremberg ont créé le précédent. Entre 1945 et 1946, les dirigeants nazis ont été jugés par un tribunal international qui a établi la responsabilité individuelle de ceux qui ordonnent et planifient des crimes. Des décennies plus tard, la Convention sur le génocide de 1948 et les conventions de Genève ont renforcé cette doctrine.
Le développement a culminé en 1998 avec le statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale à La Haye, tribunal permanent compétent pour juger les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Dans un scénario contemporain, Hitler serait l'un des accusés prioritaires pour cette cour. Son rôle dans la planification des invasions, la déportation massive de populations, l'utilisation de travaux forcés et l'organisation de l'Holocauste le placeraient au centre de la juridiction internationale. Contrairement à 1945, lorsque les preuves devaient être réunies au milieu du chaos de l'après-guerre, il existe aujourd'hui des archives complètes qui conservent des documents originaux, des comptes rendus de réunions, des discours, des ordres signés et des témoignages recueillis dans des musées, des universités et des tribunaux du monde entier. Cet ensemble documentaire constituerait un dossier immédiat. Ordre d'expulsion signé personnellement, transcription de discours incitant à la guerre et procès-verbaux de réunions où ont été élaborés des plans d'extermination se trouvent préservés dans de multiples archives. Les preuves matérielles, renforcées par des décennies de recherche académique, formeraient un cas solide et exhaustif. Le contraste avec des procédures judiciaires récentes permet d'imaginer l'ampleur d'un procès contre Hitler. Dans les années 90, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a jugé Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic et Ratko Mladic pour génocide et crimes de guerre. Le tribunal pour le Rwanda a poursuivi les responsables du génocide de 1994. Dans les deux cas, des chefs d'État, des ministres et des généraux ont été traduits devant des juges internationaux, confirmant que le pouvoir politique n'exempte pas de la responsabilité. Le précédent le plus proche dans le cas nazi a été le procès d'Adolf Eichmann en Israël en 1961. Sa capture en Argentine et son procès ultérieur ont démontré que la justice pour les crimes contre l'humanité ne se prescrit pas. Dans un scénario avec Hitler vivant en 2025, la pression internationale pour le capturer et le juger serait encore plus forte et disposerait d'un cadre juridique plus robuste. La différence essentielle résiderait dans l'ampleur médiatique. Un procès contre Hitler serait un événement mondial diffusé en direct, suivi minute par des millions de personnes. Le dictateur qui, de son vivant, contrôlait minutieusement son image, se verrait réduit à un accusé sous des protocoles judiciaires stricts. Il n'y aurait plus de discours devant des foules ni de scènes préparées par un ministère de la propagande, mais des juges impartiaux, des procureurs spécialisés et des témoins protégés par le droit international. Les victimes du nazisme et leurs descendants joueraient un rôle central dans ce processus. Des témoignages de survivants, des documents originaux de déportation et des registres d'exécution systématique seraient présentés comme preuves. L'accumulation de preuves transformerait Hitler de figure historique en accusé pénal de crimes concrets. La procédure suivrait la structure formelle des tribunaux internationaux. Le ministère public présenterait des accusations soutenues par des preuves vérifiables, actes, ordres militaires, registres administratifs et témoignages de témoins. La défense aurait le droit de formuler ses arguments, alléguant éventuellement une incapacité mentale, une ignorance partielle ou une responsabilité partagée. Cependant, le poids accumulé de 8 décennies d'enquête rendrait improbable que ces lignes de défense s'avèrent convaincantes. Les juges appliqueraient un cadre procédural strict. Hitler serait obligé de se limiter à répondre à des questions spécifiques, soumis à des interruptions et à des horaires fixés par le tribunal. La notion d'obéissance due, si souvent utilisée comme excuse par les responsables de crimes, ne le bénéficierait pas. Les précédents internationaux ont établi que celui qui donne des ordres criminels porte une responsabilité aggravée par sa position hiérarchique. Le contraste historique serait visible à chaque session. L'homme qui décidait unilatéralement du sort de millions serait réduit à demander la permission de parler dans un tribunal. Ces mots, qui dans les années 30 et 40 ne toléraient aucune réplique, seraient désormais examinés de manière critique par des juges, des avocats et des journalistes. Le contrôle de l'image, qui était le pilier de son pouvoir, serait entre les mains des caméras de télévision, des analystes et des médias de communication mondiaux qui retransmettraient chaque geste sans possibilité de manipulation. La couverture médiatique serait mondiale. Les universités, les écoles et les organisations sociales utiliseraient le procès comme matériel pédagogique pour expliquer le fonctionnement du droit international et l'importance de la mémoire historique.
Des documentaires et des débats académiques accompagneraient chaque phase du processus, transformant le procès en une leçon publique d'envergure planétaire. Le verdict final, quel qu'en soit le contenu, n'altérerait pas l'essentiel: la transformation symbolique de Hitler en accusé jugé par la justice internationale. L'image d'un dictateur qui n'accepta jamais de limites légales serait remplacée par celle d'un prévenu soumis à des protocoles judiciaires. Ce renversement de position reflèterait de manière tangible l'évolution du droit international et de la mémoire historique. Le principe de garantir la défense même aux accusés les plus graves renforcerait la légitimité du procès. Hitler aurait droit à des avocats spécialisés et à toutes les garanties procédurales qu'il a lui-même refusées à ses victimes. Le contraste entre un tribunal international régi par des normes démocratiques et les procès sommaires pratiqués sous son régime serait évident à chaque séance. Dans ce scénario, le procès de Hitler symboliserait la culmination d'un processus initié à Nuremberg et développé pendant 8 décennies. Ce serait la confirmation qu'aucun leader, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi internationale lorsqu'il s'agit de génocide et de crimes contre l'humanité. La continuité de ce modèle dépendra de la capacité du droit international à se maintenir face aux tensions politiques du XXIe siècle, dans un contexte où persistent les guerres, les déplacements massifs et de nouvelles formes de violence. La nouvelle frontière, immigration qui redéfinit l'Allemagne. En 2025, l'Allemagne se présente comme une société profondément marquée par l'immigration. Une proportion significative de sa population a des racines étrangères, résultat de processus migratoires qui se sont succédés pendant des décennies. La première grande vague est arrivée dans les années 60, lorsque des travailleurs turcs sont entrés dans le cadre du programme de Gastarbeiter pour répondre à la demande de main-d'œuvre dans l'industrie en expansion. Plus tard, après la chute du mur de Berlin, le flux migratoire en provenance d'Europe de l'Est a renforcé le changement démographique. Au cours de la dernière décennie, des réfugiés du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne ont complété cette transformation. Dans les grandes villes, la diversité est visible dans le paysage urbain. Dans les quartiers de Berlin, Francfort ou Munich, la présence de citoyens d'origine étrangère dépasse la population native. Commerces avec enseignes en arabe ou turc, restaurants proposant une cuisine internationale et mosquées adaptées ou construites pour le culte islamique font partie de l'environnement quotidien. L'islam s'est consolidé comme la deuxième confession du pays, avec des communautés turques, arabes, afghanes et africaines en croissance soutenue. En même temps, des synagogues détruites pendant le nazisme ont été reconstruites et des centres culturels juifs reçoivent un soutien étatique. La pluralité religieuse est un fait incontestable, bien que cela n'élimine pas les tensions autour de sa visibilité publique. L'intégration est devenue l'un des points les plus discutés du débat national. Alors que de nombreux migrants et descendants ont atteint une pleine incorporation dans le système éducatif, du travail et culturel, des difficultés persistent dans les quartiers avec une forte concentration de populations étrangères. Dans des zones de Berlin comme Neukölln, à Duisbourg ou dans certaines zones de Cologne, les indicateurs de chômage des jeunes dépassent la moyenne nationale. Dans plusieurs écoles, l'allemand n'est pas la langue prédominante dans les interactions entre élèves, ce qui complique le processus d'apprentissage et renforce la perception de communautés parallèles. Les problèmes d'exclusion sociale dans ces quartiers sont associés à des épisodes de violence urbaine. Les émeutes périodiques, parfois déclenchées par des affrontements avec la police ou par des tensions locales, reflètent la persistance des obstacles à l'intégration. Les autorités de sécurité attribuent ces incidents à des facteurs multiples: chômage structurel, manque d'opportunités éducatives et influence des réseaux criminels sur les secteurs de la jeunesse. La radicalisation religieuse constitue une autre préoccupation. Des cellules liées au terrorisme djihadiste ont été détectées et démantelées sur le territoire allemand ces dernières années. Des individus nés et éduqués en Allemagne, mais influencés par des idéologies extrémistes, ont participé à des plans d'attentats. Les services de sécurité maintiennent sous surveillance des centaines d'islamistes radicaux et supervisent des mosquées considérées comme des foyers de propagande extrémiste. Des rapports officiels confirment que la menace terroriste est concrète et a été neutralisée à plusieurs reprises grâce à des opérations préventives. L'État a répondu par un durcissement progressif des lois migratoires. Des réformes récentes ont facilité les expulsions des demandeurs d'asile rejetés
et restreint les prestations sociales pour ceux qui n'obtiennent pas de statut légal définitif. Des chiffres records d'expulsions ont été atteints par rapport aux années précédentes, et la suspension de la réunification familiale est discutée pour ceux bénéficiant de la protection subsidiaire. Ces mesures reflètent à la fois la pression de l'opinion publique et la nécessité pour les partis traditionnels de freiner l'avancée des formations d'extrême droite qui ont capitalisé sur le mécontentement citoyen. L'immigration a été au centre de l'ascension politique de l'extrême droite. Alternative pour l'Allemagne, fondée en 2013, s'est consolidée dans les parlements régionaux et a atteint une présence significative au Bundestag. Leurs discours tournent autour de la défense de l'identité nationale face à ce qu'ils présentent comme une menace culturelle de l'immigration non européenne. Des mouvements comme Pegida, avec moins de force que dans la décennie précédente, continuent d'organiser des manifestations périodiques contre l'islam et contre les politiques d'accueil des réfugiés. Ces phénomènes montrent comment la question migratoire est devenue un axe de polarisation politique et sociale. Le débat allemand ne peut être séparé du contexte européen. La France a connu des émeutes récurrentes dans les quartiers périphériques avec une forte concentration de populations immigrées, notamment en 2005 et ces dernières années. La Suède, pays qui a été considéré pendant des décennies comme un modèle d'intégration, fait actuellement face à une augmentation de la criminalité associée à certains quartiers marqués par l'immigration. L'Allemagne observe ces expériences comme un avertissement et un miroir des risques possibles. La perception de déclin associée à l'immigration non européenne est récurrente dans les discours politiques et médiatiques. Les secteurs conservateurs soutiennent que l'arrivée massive de communautés aux coutumes et religions différentes affaiblit la cohésion sociale, augmente l'insécurité et transforme irréversiblement l'identité culturelle du continent. Face à cette vision, d'autres secteurs soutiennent que l'immigration est indispensable pour soutenir l'économie et le système de retraite dans des sociétés vieillissantes avec une faible natalité native. Cette tension entre nécessité économique et peur culturelle définit une grande partie du débat contemporain. En Allemagne, les contrastes sont visibles. Des professionnels d'origine turque, arabe ou africaine participent dans des universités, des hôpitaux et des entreprises, contribuant directement à la croissance économique. Simultanément, des quartiers marginalisés avec des niveaux élevés de chômage et l'activité de cellules extrémistes montrent les limites de l'intégration. Cette dualité alimente à la fois des récits optimistes sur le multiculturalisme et des discours alarmistes sur la fragmentation sociale. Les autorités ont mis en œuvre des stratégies mixtes. Elles renforcent la présence policière dans les quartiers problématiques, développent des programmes de police communautaires pour améliorer la relation avec les voisins migrants et mènent des opérations contre les réseaux criminels. Au niveau éducatif, des programmes spéciaux de soutien linguistique et d'intégration interculturelle sont introduits. Cependant, les tensions persistent et le débat politique reste ouvert. Le système éducatif reflète ces transformations. Dans plusieurs écoles de Berlin, Francfort ou Cologne, les élèves de familles migrantes sont la majorité. Cette diversité pose des défis pédagogiques liés à l'enseignement de la langue, la coexistence culturelle et les inégalités socio-économiques. La discussion sur l'avenir du système scolaire est devenue partie intégrante du débat politique plus large sur l'immigration et l'intégration. Les partis traditionnels ont essayé d'articuler des réponses qui combinent des programmes d'intégration renforcés avec des contrôles migratoires plus stricts. Cependant, la difficulté d'équilibrer les demandes de sécurité avec des politiques inclusives maintient le sujet au centre de l'agenda public. Aucune formation n'a réussi à établir un consensus qui satisfasse à la fois la majorité sociale et les communautés migrantes. En 2025, l'Allemagne est une société radicalement différente de celle de 1945. Elle est devenue un pays multiculturel avec des opportunités et des tensions découlant de sa diversité. L'immigration a modifié la démographie, la culture et la politique nationale, générant des progrès en matière d'intégration professionnelle et éducative, mais aussi des problèmes persistants d'exclusion et de sécurité. La politique migratoire, devenue l'un des axes centraux de la vie publique, conditionne les coalitions gouvernementales, définit les campagnes électorales et polarise l'opinion publique. La transformation allemande est évidente. Un pays qui était le symbole de l'homogénéité ethnique est maintenant confronté au défi de la diversité culturelle et religieuse.
La manière dont il gère ces tensions déterminera non seulement sa stabilité interne, mais aussi son rôle dans l'Union européenne et sur la scène internationale. L'avenir de cette nouvelle Allemagne dépendra de la façon dont elle parviendra à équilibrer l'intégration sociale, la sécurité intérieure et le maintien de son modèle démocratique face à un contexte mondial de plus en plus complexe. Le cri vide, un passé sans retour possible. Dans l'Allemagne de 2025, le souvenir du nazisme ne constitue pas une question marginale ni un fragment relégué au musée. Il est devenu une partie structurelle de l'identité nationale et un composant essentiel de l'éducation citoyenne. Depuis la fin de la guerre, le pays a adopté une politique de mémoire destinée à maintenir vivant la connaissance des crimes du Troisième Reich et de leurs conséquences politiques, sociales et humaines. L'Holocauste, la persécution des opposants, la répression culturelle et la guerre d'agression font partie obligatoire des programmes scolaires à tous les niveaux. Les étudiants allemands visitent régulièrement des camps de concentration transformés en mémoriaux. Dachau, Bergen-Belsen et Auschwitz apparaissent dans les manuels, les documentaires et les excursions éducatives comme des leçons pratiques sur l'étendue de la violence d'État. L'enseignement de l'Holocauste s'appuie sur des chiffres et des chronologies, mais aussi sur des témoignages directs, des journaux intimes et des lettres qui ancrent les faits dans des expériences concrètes. De cette manière, des générations nées des décennies plus tard reçoivent un récit documenté avec le but explicite de promouvoir une conscience critique orientée vers la prévention de la répétition des régimes autoritaires. L'État allemand finance des voyages scolaires à des mémoriaux et maintient des programmes d'échange international qui renforcent cette pédagogie. Les universités allemandes soutiennent des chaires spécialisées et des centres de recherche qui continuent de documenter les aspects du nazisme et ses séquelles. Cette structure académique et éducative a transformé la mémoire en un élément institutionnalisé et permanent. L'espace public reflète également cette politique. Dans de nombreuses villes, les Stolpersteine, petites plaques métalliques incrustées dans le sol devant les habitations des anciens déportés, rappellent avec des noms et des dates ceux qui ont été assassinés. Monuments, sculptures et plaques informatives transforment rues et places en scènes de mémoire permanentes. À Berlin et Munich, les passants croisent quotidiennement des rappels qui lient le présent urbain au passé historique. Sur le plan international, Hitler s'est consolidé comme symbole universel de l'autoritarisme et du racisme institutionnalisé. Dans les parlements et les médias, son nom est utilisé comme ressource immédiate pour désigner des politiques perçues comme dangereuses pour la démocratie. Des dictateurs et des leaders autoritaires postérieurs ont été comparés à lui, ce qui reflète la persistance de sa figure comme emblème d'avertissement. La culture mondiale renforce cette représentation. Films, séries, bandes dessinées et jeux vidéo reproduisent son image en tant qu'antagoniste absolu, toujours comme ennemi à vaincre. Depuis la satire cinématographique de Chaplin jusqu'aux productions contemporaines, la figure de Hitler apparaît de manière récurrente, mais jamais de manière positive. Même dans des œuvres de fiction spéculative, où l'on imagine des réalités alternatives, son image conserve le caractère négatif qui l'identifie dans la mémoire historique. L'effet cumulatif de l'éducation, de la mémoire et de la culture place Hitler, en 2025, dans une position de marginalité absolue. Ces slogans ne trouveraient pas d'écho parce que les générations formées depuis l'après-guerre ont reçu une instruction orientée à identifier et rejeter la rhétorique autoritaire. Les symboles nazis sont proscrits légalement et discrédités socialement. Dans les espaces numériques, la figure de Hitler apparaît tant dans des contextes de haine politique que dans des parodies virales, mais rarement comme modèle sérieux de pouvoir. La différence historique serait visible dans n'importe quel scénario public. L'homme qui a construit son leadership avec des foules réunies lors de rassemblements massifs rencontrerait aujourd'hui de l'indifférence ou des moqueries. Ses slogans se perdraient dans le bruit urbain enregistré par des téléphones mobiles et partagé sur les réseaux comme curiosité ironique ou critique. Des plateformes numériques qui, dans le passé, auraient pu amplifier la propagande fonctionneraient maintenant comme des moyens de ridiculisation. Le contraste entre le culte de la personnalité des années 30 et la marginalité du présent est le reflet le plus clair de la distance politique et culturelle parcourue par l'Allemagne et l'Europe.
Le pays a reconstruit ses institutions sur les vestiges du Troisième Reich, se transformant en une démocratie plurielle qui fait face aux tensions propres à la mondialisation et à l'immigration, mais qui maintient comme principe fondamental le rejet du nazisme. Les contradictions internes sont réelles, difficultés d'intégration sociale, débats sur l'identité culturelle, polarisation politique et défis économiques. Cependant, ces disputes se déroulent dans un cadre institutionnel consolidé qui exclut explicitement tout projet totalitaire. Les partis d'extrême droite peuvent se présenter aux élections, mais seulement tant qu'ils respectent les limites constitutionnelles qui interdisent les symboles et pratiques nazis. La mémoire fonctionne comme vaccin culturel. L'enseignement systématique de l'Holocauste, la préservation des témoignages des victimes, la documentation académique du régime et la représentation critique dans la culture populaire ont généré des défenses sociales face à l'autoritarisme extrême. Hitler n'est plus perçu comme un acteur politique possible, mais comme un avertissement historique. Ce rejet transcende les frontières allemandes. La figure de Hitler est devenue un patrimoine historique mondial, utilisé comme exemple négatif universel. Des musées, des mémoriaux et des programmes éducatifs dans de multiples pays le présentent comme avertissement sur les risques du racisme et de la violence étatique. L'internationalisation de sa mémoire renforce l'impossibilité de toute réhabilitation. Les institutions démocratiques allemandes ont été conçues spécifiquement pour empêcher l'effondrement institutionnel qui a permis leur ascension. La loi fondamentale de 1949, le tribunal constitutionnel et le système multipartite ont établi des barrières solides. En 8 décennies, ces institutions ont surmonté des crises économiques, des tensions sociales et des changements politiques sans s'effondrer. La transformation politique s'est accompagnée d'un changement social profond. L'Allemagne est passée d'un pays homogène à une société diversifiée en termes culturels, religieux et politiques. Cette diversité pose des défis, mais constitue en même temps une barrière structurelle contre les projets d'uniformité autoritaire. Le pluralisme est, en soi, un frein au totalitarisme. Les médias, libres de censure étatique, surveillent constamment toute manifestation extrémiste. Les journalistes et les universitaires exercent une critique systématique contre les tendances autoritaires, maintenant un espace public ouvert. La société civile organise des fondations et des collectifs dédiés à la défense de la démocratie et à la surveillance des groupes extrémistes. Le résultat de cet échafaudage institutionnel, culturel et social est un scénario dans lequel Hitler, apparaissant hypothétiquement dans le présent, serait condamné à la marginalité. Il ne trouverait ni partisans disciplinés, ni un système prêt à permettre son ascension. Ce qui, dans les années 30, était une acclamation massive, serait en 2025 un isolement immédiat. L'impossibilité de son retour ne s'explique pas seulement par la force des institutions démocratiques, mais aussi par la transformation de la conscience collective. La société allemande a historiquement traité le nazisme, l'a transformé en objet d'études académiques et en avertissement politique, et a établi des mécanismes permanents pour empêcher sa répétition. En ce sens, le nazisme est resté fixé à la place qui lui revient, non pas comme option politique, mais comme rappel permanent des risques de l'extrémisme. L'avenir cependant pose de nouveaux défis et la véritable question est de savoir dans quelle mesure ces défenses culturelles et institutionnelles pourront se maintenir face aux transformations sociales et politiques que traverse l'Europe au XXIe siècle.